même format que l'année dernière pour nos rencontres mensuelles en sciences de l'éducation, donc baptisé 90 minutes pour parler des sciences de l'éducation. Et la première édition de cette année, pour cette première édition, nous recevons le professeur Abdoulaye Anne de l'Université Laval. Le thème va porter sur la publication scientifique en sciences de l'éducation et de la formation. Euh, pour une petite mise en contexte, le professeur Abdoulaye Anne est professeur au département des fondements et pratiques en éducation à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. C'est un chercheur de renommée qui a travaillé par le passé à l'UNESCO et son champ géographique d'intérêt reste le Québec, mais aussi l'Afrique. Il s'intéresse particulièrement à l'analyse comparée des politiques qui organisent le champ éducatif, mais aussi aux pratiques qui les traduisent. Et ces recherches actuelles portent d'abord sur la question du sens des politiques de décentralisation de l'éducation pour les acteurs, ensuite sur la place de l'innovation et de l'implication des parties prenantes de l'éducation dans la conception des politiques éducatives, et enfin, son dernier champ actuel porte sur les aspects cognitifs qui sont liés à la réussite de la mise en œuvre donc, des politiques publiques en éducation. Merci Abdoulaye Anne de bien vouloir être notre hôte pour cette première conférence de l'année. Donc, je te laisse prendre la relève. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour la belle présentation qui me rappelle que je dois mettre à jour mes champs d'intérêt parce qu'on peut peut-être y ajouter les questions des numériques et de l'arrivée de l'IA qui m'intéresse particulièrement, sur lequel ces dernières années je travaille. Mais donc, à part ça, la présentation est très élogieuse et très belle, peut-être plus que chose. Donc, merci de m'avoir invité à cette première des 90 minutes donc, pour parler de publications scientifiques en sciences de l'éducation et plus largement. Et donc, je vous propose tout de suite de partager ma présentation. Et puis, il faut juste que je la trouve. Donc, voilà, est-ce que vous la voyez, la présentation? Oui. Parfait. Oui. Très bien. Donc, je vais la défiler et on va avoir donc 1h30 pour échanger. Donc, je vois cette activité comme un échange de bonnes pratiques et d'expérience, peut-être de publication, dont je lance un peu l'ouverture là. Donc, et puis à la suite, donc je vous invite à peut-être y réagir, à amener des questions. Donc, on essaie de trouver ensemble les réponses à ces questions. Donc, avant d'aller plus loin, je veux rendre à César, ou ici à Ève Richard, notre conseillère à la bibliothèque, donc sont dus par rapport à cette présentation. Certaines slides qui viennent d'une présentation qu'elle nous avait faite à l'Université Laval. Donc parfait. Donc, j'ai eu son autorisation pour les réutiliser dans le cadre de cette activité, évidemment. Donc, je suis professeur affilié à l'Institut des sciences d'éducation, et donc c'est sous cette présentation-là que j'ai mis inscrit ce PowerPoint. Donc, les objectifs de l'activité aujourd'hui sont en nombre de 3 et visent un peu à savoir, un peu se questionner sur le pourquoi de la publication scientifique finalement. Pourquoi on le fait, pourquoi on y met tant d'efforts. On fait cela. Puis une fois qu'on sait pourquoi on le fait, donc peut-être aller voir quels seraient les critères de sélection d'une revue qui nous permettrait de faire cette publication scientifique. Et en troisième lieu, on irait voir quelques outils ressources
pour nous aider à bien faire donc, et la sélection et arriver à faire une publication qui sera acceptée. Donc, pour les collègues qui sont dans la salle, là, la publication, c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup pas de déception, mais d'aller-retour, on va l'appeler comme ça, parce que les évaluateurs, on va parler de ça, là, ne nous épargnent pas ni les commentaires, ni les demandes de correction. Et puis c'est ça, finalement, qui, en bout de compte, va faire un bon article. Donc il faut le prendre comme ça, il faut le prendre positif. Donc le plan que je propose, il est en 3 points. Là, donc on revient sur le pourquoi de l'application et après on passe aux critères. Et en troisième partie, je vais proposer quelques références ou des références. Donc références en termes de publication ou de sites là, pour aller plus loin, pour continuer cette discussion au-delà de la présentation. Donc, pourquoi publier? Donc, vous êtes probablement déjà posé cette question. Dans un cours classique, je vous l'aurais posé en direct, mais là, on est dans une modalité un peu particulière. Donc, je vais aller avec mes propositions de réponse. Peut-être avant d'arriver à cette réponse, à la réponse à cette question, je me suis posé la question, mais c'est quoi finalement? D'abord, c'est quoi une revue? Donc, une revue, c'est une publication donc, qui est généralement périodique et qui est spécialisée dans un domaine. Donc, son format, sa nature et le contenu qu'il propose le distinguent d'autres types de publications. Et donc, ça, il faut le savoir d'emblée. Et dans les revues, on a celles qui sont de type scientifique qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Mais nous, on a aussi accès à des revues de type professionnel, des revues de vulgarisation, qui n'ont pas les mêmes canaux ou les mêmes critères que celles scientifiques, mais qui sont tout autant des outils de transfert, de partage des connaissances, des résultats de recherche, qui évidemment, à cause des publics qu'ils visent, à cause de la modalité qu'ils privilégient, donc se distinguent là. Un autre élément important ici à souligner, c'est que parmi toutes ces revues, donc certaines sont dans les sciences dites exactes, là, les sciences dures, et puis d'autres sont dans les sciences humaines et sociales. Et en sciences de l'éducation, on est un peu entre les deux, je dirais. On a des aspects de sciences exactes, là, et puis d'autres où c'est un peu plus proche des sciences humaines et sociales. Donc, pour prendre des exemples, la mesure et évaluation, qui est un des champs de l'éducation, est très axée sur la méthodologie quantitative. Elle peut être qualitative, là, mais beaucoup sur le quanti, alors que d'autres domaines comme les analyses cognitives, socio-cognitives ou même politiques sont plus du domaine des sciences humaines et sociales, évidemment. Il y a d'autres aussi médias ou d'autres médiums de communication qu'on a à notre disposition, là, qui participent aussi à cette œuvre de publication scientifique. On parle des ouvrages qu'on écrit, des publications inédites, là, donc, dans nos mémoires de thèse et thèse de doctorat ou de maîtrise, des rapports, les documents politiques, etc., qui ne sont pas forcément publiés dans des revues, mais qui participent, donc, comme j'ai dit, à la publication de manière générale des résultats de recherche. Donc, il y a aussi dans les formes des affiches et de plus en plus des médias jusqu'ici non traditionnels, mais qui, je pense, vont devenir de plus en plus traditionnels, postcards, vidéos, etc. Et on pourrait en citer quelques autres. Et donc, pour revenir maintenant à nos articles scientifiques, donc, parce que c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette activité, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont généralement révisés par des pairs, c'est-à-dire évalués, validés par un comité éditorial et puis par aussi des collègues qui sont sollicités pour les regarder de façon très scrupuleuse et puis de nous revenir avec des commentaires. Donc, c'est les fameux commentaires dont je parlais tantôt, qui parfois ont
et la propriété de nous mettre un peu pas content, là, on va dire. Donc, mais c'est ça le prix à payer pour avoir, je l'ai dit tantôt, des publications de qualité et puis pour se prévaloir donc de la science comme on veut que ce soit le cas. Donc, pour vérifier si une revue est évaluée par les pairs, donc on a quelques outils qui nous permettent de le faire, et notamment des bases de données ou des répertoires qui portent cette mention-là. Là, j'ai nommé celui d'Ulrich, là, Periodical Directory, mais d'autres bases le donnent. Je le nomme celui-là parce que dans les exemples que je vais donner ultérieurement, donc dans les exemples que Richard, notre conseiller, donné, cette revue qu'il avait proposée, mais vous verrez que, même on en parle un peu d'autres répertoires donnent aussi cette information de validation par les pairs pour les revues qu'ils ont. Donc, le processus d'évaluation par les pairs agit comme un filtre de qualité. Mais Schultz nous dit que c'est un premier filtre de qualité. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est que ce n'était pas une panacée, ça ne réglait pas tous les problèmes. C'est-à-dire que malgré cette évaluation par les pairs, on peut se retrouver avec des articles dont on se demande comment ils ont fait pour passer ce cap-là. Et dans un article dont je donne la référence en fin de document, donc de notre collègue Vaux, il nous dit sans évaluation, environ 2% des articles publiés sont corrects, reproductibles et intéressants. Donc, c'est pas très gros comme pourcentage, 2%. Et avec l'évaluation par les pairs, on passe à entre 10 et 50%. Donc, on a quand même gagné là en qualité, mais vous vous rendez compte que donc c'est ça. Il y a encore 50% qui pourraient passer par la revue et être encore remise en question, ou en tout cas présenter quelques limitations à tout le monde, mais qui sont quand même publiées. Mais c'est un gain quand même considérable là, de passer de 2% à entre 10 et 50%. Et c'est pour cela on parle de premier filtre de qualité, mais qui ne fait pas peut-être pas tout le travail, là, on va dire. Maintenant, pour présenter le contexte des revues savantes, donc, dans les dernières années, on a pu lister plus de 30 000 revues qui sont révisées par les pairs, donc qu'on retrouve dans les différents répertoires. Donc, on en a certains ici, les répertoires. Eric, qu'on connaît un peu, enfin plus dans le contexte francophone, qui est indexé en 2020 1253 donc revues, mais dans une bonne partie en anglais. Donc, Education Source aussi indexe 3500 revues liées aux sciences de l'éducation. Et donc, selon le journal Citation Reports, donc 346 revues sont présentes actuellement en éducation et educational research. Donc, et Ehrlich Web, là, que je citais tantôt, le répertoire d'Ehrlich, donc répertorie de son côté 2981 revues de contenu universitaire en version électronique qui traitent de l'éducation. Et enfin, Cabels, qui est aussi un directoire ou un répertoire plutôt très, très connu, donc liste pour sa part 1672 revues de qualité en éducation et au moins 662 revues prédatrices. Ça, c'est l'autre information importante. Il existe de plus en plus des revues qui n'ont que cela de nom, c'est-à-dire ils ne font pas le travail attendu de revues. Et malheureusement, on tombe parfois dans leur piège et puis il peut arriver qu'on ait à payer le prix là. Donc, mais on va reparler un peu plus tard de ces revues prédatrices et puis peut-être des stratégies pour ne pas tomber dans leur griffe. Donc tout cela fait que... Attends 2 secondes. Okay.
Donc, qui fait que on a peut-être une première ébauche de réponse à notre question de savoir pourquoi on publie. Donc, on publie pour faire avancer les connaissances avec de la science éprouvée, donc avec des connaissances que des collègues ont regardées et puis qui sont publiables. Et on le fait aussi, donc au-delà de cet avancement des connaissances, pour se faire nous-mêmes connaître et développer des formes de collaboration. Donc, écrire dans une revue et dans une revue qui est lue, c'est la meilleure façon de se faire connaître et de se faire approcher. Là. Je ne compte pas le nombre de fois où les gens m'ont appelé parce qu'ils avaient vu passer un texte où j'ai été auteur. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir les portes, de se faire connaître et de développer des collaborations. Et puis, ça fait avancer les carrières universitaires. Hein. Donc, le fameux publish or perish, là, on le vit encore. C'est-à-dire, si tu ne publies pas, tu n'existes pas et tu ne progresses pas dans la carrière. Donc, ça fait au moins 3 bonnes raisons pour publier et publier des articles de qualité. Donc, on pourrait en nommer d'autres, mais pour le moment, je vais m'en arrêter là. Et puis, en espérant que ça vous donne le goût de publier, là, parce que c'est quand même des raisons assez importantes, intéressantes, notamment le premier, donc, qui est lié à l'avancement des connaissances dans nos domaines respectifs. Donc, ça donc, répond à la première question. Que je pense que je vais décliner, donc je vais continuer la présentation et à la fin, on va prendre les questions. On serait rendu donc à la deuxième étape de la présentation qui traite des critères de sélection d'une revue. Donc là, j'emprunte, c'est ici que j'emprunte sa fameuse slide à Ève Richard, donc notre conseillère à la bibliothèque, qui a essayé de synthétiser les principales ou les critères potentiels, elle l'avait dit, je pense, pour choisir une revue. Donc, on peut, il y a 4 ou 5 qui sont essentiels, d'autres sont comme supplémentaires ou optionnels, mais pour choisir une revue et faire un bon choix, il faut s'intéresser au sujet abordé par cette revue, et parce que les revues sont spécialisées, donc on va en voir certains. Ça peut être une grosse spécialisation, donc c'est pas forcé d'être pointu sur un sujet, donc mais s'il y a comme un domaine, donc par exemple une revue spécialisée en administration de l'éducation ne publie pas les mêmes choses qu'une autre qui est toujours en sciences de l'éducation, mais qui est spécialisée sur des enjeux de pédagogie, par exemple, ou qui est spécialisée sur les nouvelles, les technologies numériques, etc. Donc, c'est ça, il y a comme des orientations ou des champs particuliers que les revues, donc, dans lesquels les revues s'inscrivent, et donc il faut savoir que il faut choisir donc la revue qu'on veut publier au regard des sujets qu'elle traite. Donc, le sujet que j'aborde dans mon article donc, me permet de faire ce choix de revue. Donc, c'est un premier critère important. L'autre, c'est l'audience. Donc, l'audience visée par la revue, parce que là aussi, les revues ne visent pas les mêmes audiences. Donc, même les revues scientifiques peuvent avoir des précisions sur le public particulier qu'ils visent. Donc, ça aussi, c'est un critère sur lequel il faut avoir une attention particulière. Le type de document publié, donc pour éviter justement de te retrouver à publier dans une revue de transfert alors qu'on voulait publier un article de type scientifique. Bon, donc il faut regarder qu'est-ce que la revue visée publie. Donc on a par exemple des revues qui sont multi-types de documents, donc c'est bien, mais il y a certains qui précisent dans leur édito le type de document qu'ils publient. La langue de publication, évidemment. Donc, il faut y faire attention. Donc, en général, nos revues sont publiées en français et en anglais, ou en français ou en anglais. Donc, il faut juste s'en assurer. La question des frais aux auteurs, donc certaines revues les demandent.
sans être des revues prédatrices. Donc, on a parlé de cette caractéristique qui est presque commune à toutes les revues prédatrices qu'ils demandent des frais, mais d'autres revues qui sont quand même bonnes et de qualité demandent des frais, peuvent demander des frais. Bon, on va bientôt, quand on va entrer dans les slides consacrés à ces thèmes-là, on va y revenir. Donc, expliquer pourquoi une revue sérieuse demande quand même des frais, donc, parce que ça, c'est une bonne question. Et je veux juste dire ici, à ce moment-ci, que certaines revues de qualité peuvent demander des frais. Et puis la question de la visibilité. Est-ce que la revue qu'on vise va me permettre là d'atteindre le deuxième élément là dont j'ai nommé là dans les raisons de publier, donc être vu, avoir une reconnaissance et puis pouvoir donc se faire connaître et développer des collaborations, etc. Donc c'est toute la question de la visibilité. Et puis le délai de publication, donc aussi un facteur déterminant important. Les revues les plus cotées, donc avec les forts impacts, souvent ils ont des délais de publication plus longs, enfin de mon expérience. Et puis donc ça il faut le savoir, donc et puis choisir donc sa revue en conséquence. Si on veut publier rapidement parce qu'on a un échéancier, on a une promotion qui s'en vient, qui ne peut pas attendre 1 an et demi, ben, il vaut mieux ne pas prendre la revue qui nous dit déjà que son délai d'attente là est de 18 mois. Donc, et puis le processus éditorial, donc ça il faut le regarder, s'assurer qu'il est valable, qu'il est sérieux, qu'il est rigoureux et que les personnes qui sont par exemple dans le comité éditorial sont des personnes connues du domaine, reconnues et qui laissent, qui pourraient donc ce qui pourrait donc laisser penser que donc on est dans un processus sérieux avec cette revue-là. Et puis après, il faut s'intéresser aussi, et là on glisse doucement vers des critères qui sont optionnels peut-être. Donc on arrive à la question des droits, donc conservation des droits, partage des droits, donc qu'est-ce que la revue prévoit. Et puis là aussi, il y a certaines revues qui ont tendance à vouloir nous prendre les droits de publication pour les utiliser à la guise. Et puis à l'autre bout du spectre, maintenant on a des revues qui sont en open, on appelle ça en publication libre. Donc c'est ça, on en parlera rapidement aussi. Et puis la question du taux d'acceptation, donc ça peut être important. Donc c'est la facilité ou la difficulté à se faire pour une revue de publier. Donc si une revue présente des taux de 50% par exemple d'acceptation, donc ça veut dire que tu as une chance sur 2 qui t'accepte. À choisir, peut-être que tu irais vers une revue qui propose un taux plus intéressant si par ailleurs tous les autres critères sont bons. Il y a un taux auto, mais il y a tout ce qui reste qui est bon. Donc, processus éditorial, ben, ça vaut peut-être la peine de le privilégier au détriment d'un qui a un taux inférieur à 50% d'acceptation. Et en fait, le lieu de publication, donc là, vous le comprenez, on arrive sur des enjeux moins importants. Le lieu de publication dans ces temps de dématérialisation et de délocalisation, là, c'est peut-être un peu moins important. Mais c'est quand même un critère qu'on peut regarder. Donc, on va peut-être décliner un peu par des groupes, là. Donc, les 4 que j'ai nommés au départ, qui sont quand même les 4 les plus importants là, de mon point de vue. Donc, sujet abordé, audience, type de document, langue de publication. Donc, il y a quelques questions qu'on peut se poser par rapport à ces critères. Donc, c'est quoi la portée de ma revue? Est-ce qu'on est sur du local, sur de l'international, entre les deux? Donc, une autre question importante aussi à se poser, c'est est-ce qu'on est dans de la recherche théorique ou dans la pratique? Beaucoup de revues exigent, par exemple, qu'on ne présente que des résultats de recherche. Donc, il faut avoir des données, des données traitées et une présentation de résultats. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire seulement un article théorique, même si ces articles théoriques sont aussi des articles qui valent la peine d'être publiés, là. Mais donc, il faut s'assurer que la revue qu'on vise n'a pas cette restriction de publication de résultats de recherche, obligation d'avoir des résultats.
Donc, Anticali, donc on est dans quelle perspective de métaux. Et puis, article de recherche, article de synthèse, on se rapproche un peu de ce que je disais avec la recherche théorique ou pratique. Donc, ici, on est sur une autre déclinaison de cette centration sur les résultats ou la forme des résultats que la revue veut présenter, les formes de données. Et enfin, la question de la langue qui revient ici, publiée en anglais, en français ou dans une autre langue. Donc ça, c'est en général les questions sur lesquelles, donc les principaux critères qui sont évoqués donc pour reviser un manuscrit. Donc, si tu déposes dans une revue un article qui est seulement théorique alors qu'il demande des résultats, ça va être le principal critère de refus que le comité va te présenter. Donc c'est ça. Parfait. Et donc, la place où il faut vérifier donc, toutes ces informations, c'est en général donc, le site de l'éditeur de la revue. Donc, une revue sérieuse, mais prend la peine là, de préciser tout cela sur son site ou s'il n'est pas en ligne dans ses documents, là, son document papier. Et en général, actuellement, toutes les grandes revues, là, toutes les revues sont en ligne. Donc, juste faire un tour sur le site et on va faire un exemple. Ça, on est rendu là. On va en faire deux, mais le premier, donc c'est la page éditoriale de la revue des sciences de l'éducation, où donc d'emblée, assez tout petit, non mais bon, je pense que c'est quand même lisible. Attention, est-ce que vous avez toujours ma présentation? Moi, je l'ai perdu. 2 secondes. Non, c'est visible. Parfait, très bien. Je reviens. Donc, la revue des sciences d'éducation, dans la première page, nous dit, donc, par exemple, que les sphères qui sont traitées, donc différentes sphères de l'éducation, notamment, donc c'est pas exclusivement ça, mais notamment didactique, pédagogie, administration scolaire et mesure et évaluation. Donc, on sait d'emblée quels sont les sujets qui sont acceptés ici, et puis donc on n'ira pas proposer autre chose que ça. Ou on peut, si on pense qu'on est sur le bord un peu limite là, dans ces sujets, on peut écrire un courriel, là, s'assurer que son sujet, son projet d'article là, rentre quand même. Et puis, en général, il répond. Donc, ici, on a autant de recherches menées avec des données quanti que des recherches avec des données quali. Donc, il n'y a pas de restriction sur le type de données, est publié en langue française et en format numérique. Donc, je ne vais pas souligner, mais c'est important de savoir qu'on est seulement sur du numérique, donc il n'y aura pas de version papier qui vont circuler. Et la revue, donc ça, c'est pas souligné, mais la revue a 3 numéros à chaque année. Donc ça fait que ça peut être long. Donc, parce qu'il y a seulement 3 numéros et ils ont des numéros qui sont déjà prêts. Donc, ça prend juste 3 numéros pour que l'année soit pleine. Donc, s'ils ont trois collègues qui ont accepté de prendre un numéro, donc la liste est pleine pour 3 ans parce que les collègues qui vont solliciter, en tout cas, ils vont passer le rappel et souvent, ils ont déjà en visée un certain nombre d'articles. Donc c'est ça qui explique en partie que le temps de sortie le temps de publication est long, c'est-à-dire s'il y a seulement 3 numéros ou 2 numéros par an, donc c'est vite comblé là. Et si par exemple dans chaque numéro il y a 10 articles, donc le compte est vite fait là. Donc avec 30 articles, on est plein pour un an, donc c'est ça. Et puis l'autre élément qui est ici précisé, c'est donc les pays, donc c'est ouvert là, donc tout le monde y publie, Canada. Et enfin, le lectorat visé, celui de la recherche, et inclut les jeunes chercheurs et étudiants. Donc ça, c'est parfait pour une revue
qui est à l'Université de Montréal, UDM. Et puis en bas, vous avez le lien, là, un lien vers le site. Là. Vous pourrez aller faire un tour et regarder. Donc l'autre exemple, deuxième exemple, en anglais, c'est Educational Research Review. Donc, même chose sur la première page, la page de description de la revue, on a les mêmes informations à peu près. Donc, revue internationale, donc, qui est axée sur les Solving Educational Research Problems. Donc, c'est ça, orienté résolution de problèmes, donc, using by review approach. No limited scope and any range. Donc, c'est ça. Ils nous disent ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, et c'est clair d'emblée, là, on sait à quel qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc, qu'est-ce qui risque de faire que notre soumission soit rejetée. Donc, et on va éviter ça. Donc, on va se coller finalement à la ligne éditoriale et se donner ainsi plus de chances de passer cette première étape qui n'a rien à voir avec le contenu de l'article ou la qualité de l'article, et qui a tout à voir avec donc, ce que la revue veut publier ou comment elle veut faire cette publication. Donc là également, on a un lien vers donc, cette revue qui est sur le répertoire Elsevier, donc un autre grand répertoire là, d'éditeurs. Et donc, ça fait le tour sur les deux exemples que je vais donner. On continue, donc toujours avec les deux exemples, d'ailleurs, les deux revues. Donc, sur d'autres critères, là, publiés dans une revue sérieuse, donc le processus éditorial, est-ce qu'il est valide? Est-ce que les délais sont raisonnables? Donc, s'assurer de choisir une revue donc, qui respecte, qui s'intéresse là, à ces deux, qui répondent à ces deux critères-là. Et une façon de le faire, là, c'est d'avoir qu'on appelle ça un app logique, là, donc c'est un sorte de guide là qui nous permet de voir si les deux, notamment le premier, hein, le processus éditorial est valide, là, donc je vais vous laisser en prendre connaissance. La publication vous sera partagée, mais donc c'est ça. Est-ce que donc enfin, on peut aller au délai, ok. Un délai moyen de 6 à 12 mois pour publier dans des revues sérieuses, c'est pas inhabituel, on va dire. Donc, ça laisse le temps de passer à travers tout le cheminement de la revue, donc y compris la révision par les pairs, qui peut être un processus long et fastidieux. Donc, trouver d'abord des collègues susceptibles de faire cette évaluation et disponibles pour la faire. Et puis, et après, ils ont un travail à faire. Donc, autour des questions qu'on voit ici. Donc, est-ce que c'est des nouvelles connaissances qui leur sont présentées avec cet article? Est-ce qu'on a des solutions à des problèmes, de vrais problèmes? Est-ce que l'article est organisé adéquatement? C'est quoi le niveau de la qualité de la langue? Est-ce qu'elle est acceptable? Donc, est-ce qu'on est dans de la science, donc avec la question de la réplicabilité, de la méthode? Est-ce que la discussion est bien documentée? Donc, est-ce que les références en appui sont pertinentes? Donc, la conclusion est-elle claire? Elle répond à des hypothèses. Donc, autant de questions, en tout cas, quelques exemples de questions que les évaluateurs se posent. Et pour ce faire, ils ont souvent un gabarit, là, un modèle d'évaluation là, pour justement partager, avoir les mêmes instructions et puis être minimalement équitable dans l'évaluation qu'ils font des articles. Et donc, l'évaluation par les pairs se fait généralement en double aveugle, c'est-à-dire et puis avec de l'anonymat. Donc, les gens, ils se parlent pas, ils savent pas qu'ils évaluent un article. Et puis toi-même, quand tu te fais renvoyer les résultats de l'évaluation
je ne sais pas qui a évalué ton article. Donc ça permet aussi de conserver cette rigueur dans le processus et de s'assurer que, donc finalement, tout se fait de la façon la plus claire et transparente possible. Éviter les conflits ou les apparences de conflits. Là, justement, on a un exemple de comité éditorial, celui de la Revue des sciences et l'éducation, avec quelques collègues qu'on connaît bien ici, Abdel-Jalil Akari de l'Université de Genève. Ici, c'est Haute Études pédagogiques de Beijing qui est mis, mais il est maintenant à l'Université de Genève. Donc, François Larose à Sherbrooke, Claude Lessard à l'Université de Montréal. Donc, on a... c'est ça, on regarde, là, on n'est pas obligé de tout connaître, mais au moins s'assurer que dans le lot, dans le groupe, il y a quand même des personnes qui sont de confiance, qui sont de ton domaine déjà, et qui donc, garantissent un peu le sérieux de la démarche. Donc, dans les fiches, donc, les revues disent donc que la revue est évaluée par les pairs. Là, il y a un oui qui apparaît quelque part sur le site de la revue des sciences de l'éducation, mais c'est à peu près la même chose là, dans les autres revues. Donc, ça, c'est le conseil scientifique de cette revue, l'équipe éditoriale, le conseil scientifique. Et ça, c'est la fameuse grille dont je parlais, que les revues suggèrent. Donc, ça, c'est un exemple. Ce n'est pas évidemment toutes les revues qui donnent la même grille, là, mais on donne minimalement quelques balises pour permettre d'avoir une évaluation qui se ressemble un peu des articles, des différents articles. Et puis, on les récolte là, quand le processus est fini. Quand tu as fini d'évaluer un article, donc tu le renvoies à l'éditeur qui donc, fait la suite du processus, c'est-à-dire envoyer à l'auteur les commentaires. Donc, et la décision. Commentaire, décision, qui peut être acceptation avec des demandes de correction majeures, mineures, ou rejet. Donc, dans certains cas, malheureusement, on rejette l'article et on donne les motifs, évidemment, de rejet. Et en général, quand on le rejette, on donne aussi parfois une date là que vous ne pouvez pas, par exemple, resoumissionner avant 1 an, avant 6 mois. Donc, on peut continuer. Donc, l'autre revue, donc là aussi, même chose, donc donne des indications sur la façon dont le processus de révision, d'évaluation est fait en double aveugle, là, c'est ça que je disais tout à l'heure dans ce cas-ci, avec 2 experts indépendants qui évaluent chaque article. On peut en avoir 3. J'ai déjà même eu une revue avec 4, donc ils donnaient à 4 personnes, mais ils retiennent les 2 ou 3. Là. Ça, c'est aussi pour se protéger. Si un des 4 là ne répond pas, on a au moins 3 qui ont répondu. Et quand on envoie les commentaires à l'auteur, on envoie en général 2. Même si on a 4 évaluateurs, on envoie 2, non, pas 1, 2 des commentaires des évaluateurs. Donc là aussi, en tout petit, on a la source en bas. Donc, une fois que vous aurez la présentation, vous pourrez retourner aller voir dans le lien la revue. Là, ils ont mis l'éditeur en chef. Donc, dans certaines revues, donc à tous les numéros, ils ont donc il y a l'éditeur en chef et puis il y a des éditeurs invités qui peuvent donc aller chercher pour chaque numéro. Okay. Speed, ici, il donne le délai de révision pour cette revue-là. Et puis, le temps la date de publication en ligne. Hein, donc, ça, c'est l'autre affaire. Là. Maintenant, on a des dates de publication en ligne. Pour les revues qui sont en ligne et en forme papier, donc on a comme 2 dates différentes on peut avoir 2 dates différentes de publication. OK, donc ça, c'est une des ressources. On reviendra sur Cabell, le répertoire Cabell.
Il est intéressant parce qu'il nous donne, lui, les dates de délai de publication. Et là, on voit qu'on a Children Literature in Education qui a des délais d'1 à 3 mois. C'est vraiment très, très court, là, c'est exceptionnel. Et à contrario, là, on a le Canadian Journal of Higher Education qui a 12 mois et plus. Donc, il faut attendre 1 an, là, si on veut passer dans cette revue. Donc, ça donne une idée, donc, du temps d'attente et puis ça permet, donc, comme j'ai dit tantôt, si on est pressé là, peut-être de passer à une autre vue, là, de privilégier une autre vue avec un délai moins long. Donc, un critère que j'ai nommé dans ma grille de critères, c'était la difficulté à publier dans une revue, facilité ou difficulté à publier. Donc ça, c'est le taux d'acceptation qui le donne. Donc un haut taux d'acceptation. Là, on a 2 exemples parce que dans le journal du milieu, ils n'ont pas donné, mais dans le premier, il y a un taux d'acceptation de 12%. C'est vraiment très peu là. Donc ils sont très sélectifs. Une des choses qui peut expliquer un taux faible d'acceptation, c'est que les critères qui sont indiqués sont trop vagues. Si les critères sont trop vagues, donc en général, on se retrouve avec beaucoup de gens qui publient et dont les publications ne correspondent pas vraiment à ce qui est attendu. Et donc, on est obligé là de rejeter beaucoup d'articles. Donc, si les critères sont clairs et que les revues donnent beaucoup d'informations. Donc, en général, les gens, ils savent à quoi s'attendre. Donc, ils publient, ils donnent ils s'arriment. Donc, c'est ça que je cherchais, le mot. Ils s'arriment aux critères. Et puis, ça peut faire monter le taux d'acceptation. Et donc, ça, c'est une information importante qu'on peut retrouver sur certains sites comme Cabell. Tous les répertoires de revues ne donnent pas le taux d'acceptation, mais ce qu'il donne, là, ça devient une information importante là, pour choisir sa revue. Donc, le critère de visibilité, donc être vu pour être lu, ça c'est important parce que on peut avoir un bon article, là, si on le publie dans une revue qui n'est pas visible, c'est ça. On sera après le seul à savoir qu'on a fait un bon article. En tout cas, on va être pas nombreux à le savoir. Donc, il faut donc se poser ces questions-là. Est-ce que la revue est visible pour l'audience que moi je vise? Est-ce que la revue est présente sur le web? Est-ce qu'il est indexé dans Google Scholar? Là, maintenant, ça, c'est une façon aussi de se faire voir. Là. Donc, est-ce que c'est tous les articles qui sont publiés, qui sont visibles, ou c'est seulement un certain nombre d'articles qui rendent visibles? Donc, ça, c'est une autre question. Les métadonnées, est-ce que c'est bien indexé? Donc, et tout cela nous donne des informations quand même sur la qualité de la revue. En général, les revues qui sont bonnes, là, ils s'arrangent pour que les informations soient complétées et que leurs revues, quand ils sont... Les articles qu'ils acceptent sont visibles, là, qui se retrouvent dans les agrégateurs, dans les données comme Google Scholar, etc. Donc, et qu'ils se retrouvent aussi dans les revues indexées, là, donc les fameuses, les répertoires dont j'ai parlé, là. Et ici, on a quelques exemples de répertoires où, donc, Eric, on connaît, Education Source, Web of Science pour les articles de type scientifique plus. OK. Et puis, donc, un autre répertoire nous donne quelques indications sur comment on fait pour évaluer la visibilité d'une revue. Donc, ça, c'est Ulrich. Donc, résumé indexation de base. Donc, qu'est-ce que la revue fait pour que... Donc là, on est vraiment dans le back-office des revues. Qu'est-ce qu'on fait pour... Comment on indexe les articles qu'on publie? Donc, où est-ce qu'on les envoie?
Donc, on n'a pas besoin, nous, d'aller regarder toujours de ce côté-ci, là, mais c'est ça, c'est une information qui est disponible. C'est juste ça que je veux dire, là. Donc, quand on va dans un répertoire comme Ulrich, on peut voir comment une revue particulière s'arrange pour que ces articles soient partagés par le plus largement possible, hein, donc, par des agrégateurs. Donc là, on a un exemple de comment Canadian Journal of Higher Education est répertorié, et puis ça donne quand même beaucoup de chances qu'il soit lu. Là, il passe dans toute cette plateforme, EBSCOhost. Donc, on voit qui est quand même, qui circule là. Donc, c'est le Canadian Journal. Donc, utilisation, réutilisation, reproduction, partage. OK, là, on arrive sur la question des droits et des vérifications s'imposent ici donc, concernant la conservation des droits. Donc, il faut pas hésiter à regarder ou même à poser la question, à envoyer un courriel, voir c'est quoi la politique des droits avec la revue. Donc, est-ce qu'on peut réutiliser pour des fins d'enseignement et de recherche? Parce que parfois, certaines revues, tu leur donnes les droits, tu cèdes les droits et puis ils disent, même toi, tu ne peux plus l'utiliser. Là. Ça, c'est un peu exagéré, mais on en a là, des revues qui ne veulent rien savoir. Donc, au Québec, on a même eu un procès tout récemment avec un éditeur là, qui a amené les universités devant la cour là, parce qu'ils utilisaient leur article. Donc moi, parce que j'ai cédé mes droits, je ne pouvais plus utiliser mes articles dans mes cours sans payer des droits de la redevance. Là. Ce qui est un peu aberrant parce que c'est quand même toi qui as écrit l'article. Donc, on peut consulter la politique des droits de l'éditeur donc, sur le site en regardant ou dans le contrat de publication, sur le site et dans le contrat de publication plus précisément, donc pour voir un peu si on peut réutiliser des articles ou une thèse par article, pour voir aussi si on est dans des modalités de diffusion en libre accès, donc ce qui est de plus en plus commun là. Tout ça, on peut le voir sur le site en général là, de la revue. Donc, quand on est sur des bonnes revues, donc j'avais dit que je venais sur la question du libre accès. Donc, par libre accès, on entend la mise à disposition gratuite sur Internet, sur l'Internet public, qui permet à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou créer un lien vers un texte intégral d'articles. Donc, à les analyser automatiquement pour les indexer, à s'en servir comme données pour un logiciel, à s'en servir à toute fin légale, sans barrière financière, légale ou technique, autre que celle indissociable de l'accès et de la diffusion d'Internet. Donc, la seule contrainte ici sur la publication et la distribution et le seul rôle du droit d'auteur dans ce contexte devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnu et cité. Donc, c'est ça. C'est tout ce qu'on demande à ceux qui veulent utiliser des œuvres libres d'accès, là, c'est de respecter quand même le droit de l'auteur, là, de citer, de reconnaître que c'est pas sa production à soi, mais une production en libre accès. Et puis c'est un peu ce que je faisais moi ce matin là, en disant d'emblée que certaines slides qui sont ici sont de Ève Richard. Donc, elle accepte que ces œuvres soient en libre accès, qu'on les utilise, qu'on les réutilise. Il faut juste dire que cette œuvre-là ou cette partie d'œuvre-là, je le dois à cette personne. Et puis, une fois que ça fait ça, tu es correct avec l'auteur. OK. Donc, de plus en plus, les institutions universitaires aussi créent des plateformes de diffusion en libre accès. Donc là, j'ai donné l'exemple de l'Université Laval parce que je n'étais pas certain qu'ici, on en avait. Mais l'Université de Montréal, on a beaucoup d'universités, donc en Europe, maintenant, cette modalité de présentation dans libre accès des travaux universitaires. Donc là, on parle des thèses, des doctorats, des mémoires aussi, mais aussi des articles,
des membres de la communauté universitaire. Donc, l'université Laval s'appelle Corpus UL, mais il y a d'autres noms là. Donc. Et là, on peut voir, là, tout à l'heure, j'ai parlé dans la visibilité, quelles sont les versions d'un article, par exemple, qu'on publie. Ici, c'est toutes les versions d'un même article. Là, si ça a été publié en ligne avant, changé. Donc, on a un historique là des différentes versions pour le cas de Corpus. Maintenant, donc, ça c'est un rappel là. Donc, pour toutes ces informations, la source première de disponibilité de ces informations, c'est le site de l'éditeur de la revue, qui doit donc s'assurer, qui s'assure en général que ces informations sont accessibles et facilement donc accessibles donc, sur le site. Et donc, c'est pour ça, je l'ai envoyé en rappel cette page-là. Donc, on doit, quand une revue ne donne pas ces informations, ça doit nous sonner une cloche. Là, okay. On est peut-être en présence justement d'une revue qui n'est pas sérieuse, là, qui ne vaut pas peut-être la peine que je perde beaucoup de temps avec. Bon, ça c'est les choses dont je venais de parler là. Donc, l'archivage, auto-archivage ou les répertoires institutionnels, donc comme celui de l'Université Laval dont je viens de parler. Les frais maintenant. Donc, on se rapproche doucement des derniers critères. Dois-je payer pour être publié? Donc, une bonne question. Si une revue sérieuse demande à ce que l'on paye pour des frais de publication, il faut clairement que ce soit visible et justifié sur son site. Donc, les montants exigés doivent être clairement inscrits. Et puis, on doit savoir, mais pourquoi on paye exactement? Donc, pour soumettre seulement l'article, pour un dépassement de page, là, par exemple. Donc,